Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7 ce samedi 8 mars 2025. On va parler d'abord du Gabon où le général Nguema déclare sa candidature pour la présidentielle. Nous évoquerons également la Guinée-Bissau. Là-bas également, le président Umaro Sissoco Embalo a déclaré sa candidature pour un second mandat. Et puis en deuxième partie, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. On va se poser la question si l'autonomisation de la femme est une réalité au Togo avant d'interroger également le nouveau Sénat qui a tenu sa session de droit. C'était le jeudi passé. Deux invités pour le débat ce jour sur le plateau. Akleso Essor, consultant en communication et coach. Akleso Essor, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa. Bonjour également à mon ami Lacmo. Même si on ne s'entend pas aujourd'hui, on est toujours amis. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Dominique Lacmon, leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir également à mon ami coach, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout au monde. Et merci également pour d'être présent à cette émission. On prend tout de suite la direction du Gabon, je le disais. Le chef militaire du Gabon, le général Guy-Brice Oligui Nguema, a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain. Nguema a pris le pouvoir en 2023 lors d'un coup d'État qui a mis fin au règne de longue date de la famille Bongo. Ce militaire qui a fêté ses 50 ans le lundi avait pourtant promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition ouverte il y a 18 mois avec le coup de la libération. Le pays a adopté une nouvelle constitution et un nouveau code électoral voté en janvier par un parlement de transition. Et le nouveau code autorise désormais les militaires à se présenter. Et selon les critiques, ces tests ont été conçus pour favoriser la candidature du général à la présidence de la République. Dominique Lacmon, il disait après avoir renversé Monsieur Bongo, Oligui Nguema disait vouloir passer le pouvoir très rapidement aux civils. Est-ce qu'il pense être un civil? La question est posée à Oligui Nguema pour qu'il réponde. Mais c'est ce que je dis, nous devons d'abord tirer des leçons que quand un militaire fait un coup d'État, il ne peut pas, c'est pas pour laisser au pouvoir à quelqu'un. Le militaire, quand il fait un coup d'État, il doit d'abord, avant de laisser le pouvoir, il doit s'assurer que après qu'il cède le pouvoir, il n'aura pas des ennuis. Et vous n'êtes pas sans savoir dans quel cas Oligui Nguema a opéré son coup d'État. Et quand, dans votre développement, vous parlez de la rupture du régime Bongo, mais c'est quelle rupture? Oligui Nguema fait partie de ce système Bongo qui a dirigé le Gabon pendant plusieurs années. Mais c'est vrai qu'il a perpétré un coup d'État dans une atmosphère qui n'est pas comme tous les autres, parce qu'il y avait un président qui était infirme, qui continuait à diriger le Gabon, et Oligui Nguema a fait cette lecture. C'est vrai que le régime de Bongo avait commencé à perdre des vitesses parce que il n'avait pas l'adhésion de la population gabonaise par rapport à l'état de l'ancien président. Et Oligui Nguema, un militaire aguerri qui est très intelligent, si vous voyez le parcours de Oligui Nguema, c'est un militaire très intelligent. Je vais développer mon argumentaire, vous allez comprendre pourquoi je qualifie Oligui Nguema de très intelligent. Et il a réussi à perpétrer son coup d'État. Et pour que les gens puissent le soutenir, le militaire, les choses évoluent avec le temps. Et il a laissé entendre que c'était juste pour remettre le Gabon sur un système démocratique et qu'il ne serait pas candidat. Et voilà, quelques mois après, aujourd'hui, l'annonce, c'est pour dire les militaires ne peuvent perdre pas un coup pour pouvoir laisser ça aux civils. Vous voyez, à l'arrivée, Oligui Nguema a fait quoi? Et juste quand vous regardez Oligui Nguema, à part le président Bongo et ses deux fils, et Valentin Bongo et d'autres qui sont persécutés, il n'y a pas, dans le régime, il n'y a même pas quelqu'un qui est inquiété. Même s'ils ne sont pas aujourd'hui, même s'ils ne sont pas on ne les met pas en avant. Oligui Nguema s'appuie sur ce régime-là pour faire fonctionner. Et quand dans la charte de la transition où on avait interdit la participation des militaires aux élections présidentielles, mais vous savez, celui qui est venu changer cette constitution, c'est un ancien militaire, l'ancien ministre de l'Intérieur du président Ali Bongo, que Oligui Nguema a nommé président
de ce qu'ils appellent Assemblée nationale actuelle, ils appellent ça comment? C'est lui qui est arrivé à la tête de cette commission nationale qu'ils appellent Assemblée nationale, qui a modifié les règles pour permettre à Oligui Nguema de se présenter. Donc ça veut dire que Oligui Nguema, avant de perpétrer son coup, avait déjà un schéma clair pour pouvoir conserver son pouvoir, et aujourd'hui c'est une réalité, et il annonce, c'est un jeune militaire, hein, il avait 50 ans le 3 mars, et c'est ce jour-là, il a choisi, donc il a fêté son anniversaire en annonçant au peuple gabonais qu'il serait candidat. Il est dans sa suite logique. Je pense que c'est à ceux-là qui l'ont fait confiance, qui vont aujourd'hui un peu regretter. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Oligui Nguema? Il a mis une stratégie en place pour pouvoir acquérir l'enthousiasme du peuple gabonais. À l'arrivée au pouvoir, Oligui Nguema a ouvert beaucoup de chantiers. D'accord? Il y a eu des travaux d'aménagement des routes, dans le cadre de l'eau, l'électricité. Oligui Nguema également, pour avoir l'assentiment de la population, a régné à son salaire de président et conserver le salaire de militaire. Il a demandé à réduire les salaires des ministres. Il a mis un plafond de 5 millions de francs CFA que aucun ministre, quels que soient les avantages, ne peut dépasser 5 millions. Il a réduit tout ça. Et vraiment, il est sur tous les chantiers, mais qui fait pour accueillir l'enthousiasme du peuple gabonais. Mais ce que les Gabonais ne comprennent pas, les économistes ont déjà fait des analyses. Oligui Nguema a plus endetté le Gabon en 18 mois. Les Gabonais plus endettés parce que ce sont des chantiers. Ces chantiers-là sont ouverts par des prêts que Oligui Nguema contracte. Donc, c'était qu'il sait pourquoi il est allé sur ces chantiers-là, parce que il veut avoir l'adhésion du peuple gabonais. Et Oligui Nguema a réussi à mettre cette stratégie avec tous ces travaux-là, qu'on ne sait pas si ces travaux-là prendront fin ou pas, mais ce qui est sûr, pour le peuple gabonais, Oligui Nguema est en train de travailler. Voilà pourquoi il a annoncé sa candidature. On va revenir maintenant sur les éléments qui l'ont décidé, mais d'abord je vais écouter avec les sur cela. Voilà un général qui a pris le pouvoir en 2023, qui annonçait qu'il va rapidement passer le pouvoir à des civils. Entre-temps, qu'est-ce qui l'aurait fait changer d'avis? Je pense que l'ACMOA a déjà fait ce développement. En réalité, les militaires ou ceux qui viennent faire coup d'État, 80-90%, bon, ils ne partent pas. C'est le problème de question sur AES et comme ça, vous l'aurez déjà compris. Il y a un adage plutôt qui dit que l'appétit vient mangeant, mais ici, c'est l'appétit mangeant venant. Une fois qu'ils prennent goût au pouvoir, c'est qu'ils ne veulent plus relâcher. Il y a rarement des gens qui le font. ATT au Mali, je me rappelle qu'il avait laissé. Après un an. Il y a des mois aussi, les deux premiers, les Gruski, il y a des mois aussi à laisser. Quand on a fait le coup d'État, finalement, il revenait à l'assaut. Seulement que Oligui a bluffé le peuple et les gens ont cru un avenir meilleur. Quand j'écoute l'ACMOA dire, vous allez voir que c'est un plan déjà préétabli et il est dans son schéma. Surtout, ouais, la population, excusez-moi le terme, entre guillemets bête, puisqu'il y a un arrêt qui dit que chaque peuple a son roi. Quand le peuple est bête, il a un dictateur. Quand le peuple est démocratique, c'est le peuple, il a pu comprendre qu'est-ce qui peut emballer les gens. Il a annoncé ces choses, diminuer le salaire, et les gens sont emportés dedans sans oublier qu'il n'est pas venu pour partir. Le souci, c'est que ces genre de choses-là, il n'a pas changé grand-chose là-bas, au Gabon, étant donné que c'est les mêmes personnes qui sont autour de lui. On n'a pas entendu trop de grandes arrestations, à part la famille Bongo qu'il a eu. Et aussi, la vie du Gabon n'a pas changé en tant que tel par rapport à ça. D'autant plus que certains même disaient que c'est un coup d'État qui a eu les accords sacro-saints de la France. C'est pourquoi on n'a pas eu de véhéments et consorts là. Mais moi, je suis un peu perplexe par rapport à ce que ces gens de personnes font. Vous dites qu'un peuple est dans le désarroi, vous venez puis vous asseoir et après vous dites que vous n'allez pas partir. Le comble, c'est que ce sont des gens qui se dédient. Ils disent autre chose, après il ne faut pas. Et quand vous voyez dans le schéma de tous ceux qui sont venus faire coup d'État militaire, là, vous allez voir que
d'une manière ou d'une autre, eux tous, ils changent la constitution. D'abord, ils suspendent la constitution, ils mettent en place une autre constitution où eux seuls, ils s'arrogent le pouvoir, le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et moi, rien ne m'étonne par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un qui nous a dribblé simplement et les gens pensaient que au moins il y aura un cas exceptionnel. Sinon, c'est la même chose. Vous voyez le Tchad, vous voyez la Guinée, vous voyez le Mali, tous. Finalement, vous allez voir que si on ne dit pas qu'ils sont légitimement élus, on va dire que les assises nationales ont décidé que telle personne soit là. Donc, c'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que le peuple gagne réellement? C'est que le peuple est meurtri, et détruit, dégingandé, séparé par rapport aux ambitions et oublié même. C'est ça le souci. Mais malheureusement, quand ça arrive, nous on dénonce. Vous allez voir, même le peuple aujourd'hui dont je parle, c'est le même peuple qui avait acclamé qu'il est venu avec un espoir. Mais quand lui aussi va durer au pouvoir, et il va durer au pouvoir parce qu'on a taillé la constitution à sa mesure, et il va durer. Et c'est comme si il y a quelque chose dit en droit que on n'a que changé de, comment dire, c'est le même marteau qui casse, on n'a fait que modifier la manche. Donc, moi je pense Origi, étant dans le système Bongo, ne va rien faire autre chose que perpétrer ce genre de régime politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Gabonais comprennent que, en fait, Oligui Nguema est la continuité de l'ancien régime, ou bien ils voient en lui une rupture? Non, sûrement qu'ils comprendront par la suite, parce que Oligui Nguema, comme je l'ai dit dans la première intervention, il a mis une stratégie qui endorme un peu le peuple gabonais. Tu sais, c'est un gars qui est sur les chantiers qu'il a ouverts. Donc, et tous les temps, il sympathise avec le peuple gabonais. Tu vas aller voir dans certaines circonstances. C'est que même son anniversaire, c'était vraiment un show. Hein. Il s'est donné un spectacle. Il se montre quelqu'un plus proche du peuple, mais c'est comme ça commence. Lui, c'est pour pouvoir avoir l'adhésion, l'enthousiasme quand un capitaine quitte avec son bateau, il faut mettre la marchandise dedans. Et je pense pour Oligui Nguema, le peuple gabonais constitue cette marchandise, il faut chercher des stratégies pour pouvoir la conquérir. Donc, ça mais les 18 mois qu'il est en train de faire, ça n'a pas montré quelques signes de rupture? Non, oui. Mais, qu'est-ce qu'il y a à part il n'a rien fait de rupture, parce que c'est quand je dis. Lui-même il a parlé par exemple de la mise en circulation de 400 taxis, 400 autres sont à venir, il parle de plus de 800 emplois créés. Ce sont des chantiers que Oligui Nguema a ouverts. Mais avec l'annonce de, comme vous venez de le dire, mais quand on parle de rupture, c'est que il faut rompre avec l'ancien système. Mais non, c'est l'ancien système là qui sont en train de. Quand on dit rompre avec l'ancien système, c'est que le peuple gabonais attendait voir d'autres personnalités qui vont aussi piloter le sphère politique gabonais, mais c'est pas ça. J'ai dit c'est l'ancien ministre de l'Intérieur du président Bongo qui est venu sauter le verrou qui empêchait Oligui Nguema d'être candidat aux élections présidentielles. Donc, autour de lui, c'est toujours les mêmes personnes et ceux qui l'accompagnent dans cette élection-là. J'ai vu l'ancien porte-parole du gouvernement d'Ali Bongo qui garde le PDG actuel, qui aussi s'annonce. Tout ça là, c'est la politique, c'est pour créer, pour pouvoir créer une atmosphère qui permet à Oligui Nguema de continuer l'œuvre qu'eux-mêmes ensemble l'œuvre qu'ils ont mis, ils ont débuté ensemble. Donc on ne fait pas, je ne vois pas une rupture totale où qui est différent de l'ancien système, sauf que Oligui Nguema a toutes ses forces, et c'est un jeune, il a 50 ans, donc il est encore jeune, et il a toutes ses forces d'aller dans les coins reculés, d'aller partout pour sympathiser avec le peuple, contrairement à Ali Bongo qui était un président paralysé. Est-ce que les gens, les Gabonais, les observateurs gabonais sont, d'après vous, surpris de le voir annoncer sa candidature, ou bien tout le monde savait que ça allait arriver? Les politiciens ne sont pas surpris, mais la population, bon nombre d'entre eux sera surprise, parce que ils pensaient que c'était le Messie qui est venu balayer les bongos. Donc c'est suite à son anniversaire en pompe qu'il a fait et la déclaration qu'il a faite là qui fait que les gens se disent arrêtez, il n'y a pas
même si ce n'est pas la gorille, plutôt, comment dire, si ce n'est pas le singe, c'est la guenon. Donc ça voudrait dire que le peuple est surpris à tel point que ils auraient porté le président. Pour ma part, non. Ils auraient porté le président sur les lauriers parce que depuis les 18 mois, quand vous voyez des interviews qu'on sort là, les Gabonais étaient un peu plus à l'aise que les Bongos soient partis. Sans oublier que c'était un bras droit des Bongos et les activités ont commencé par marcher plus que dans le temps de Bongo. Puisque tout le monde avait évoqué la paralysie de Bongo, sans oublier que le président américain Roosevelt a été paralysé, mais a dirigé le pays au moment où même ils étaient en guerre. Donc ce n'était pas une question de paralysie, mais une question de volonté de faire partie. Pour moi, j'avais parce que c'est une négociation même entre les... Oui, mais fais attention, si les deux paralysés ne sont pas les mêmes, hein. L'autre, il a fait la polio, et c'est ça qu'il a mis en chaise roulante. Celui-ci, c'est un AVC. Vous savez que l'AVC peut affecter parfois les facultés. Et l'AVC peut affecter la faculté, même la polio dont vous parliez, au moment où c'est arrivé aux États-Unis, je pense que tout le monde était dans le désarroi, même les gens priaient pour le président. Et ce que je dis, en réalité, ce n'était pas Bongo qui devait dire encore présider forcément, mais il y a toute une arsenal administratif, tout un arsenal administratif qui est là pour continuer les choses, mais c'est que ce qui est arrivé. Mais ce que moi je dis actuellement, la surprise de peuple, c'est que on aurait gardé le président de transition dans le cœur que c'est quelqu'un qui est venu changer les choses parce qu'il y a eu vraiment une rupture. Mais c'est le fait qu'il annonce, le étonnement de la population actuellement, c'est qu'il n'y a plus de rupture. C'est qu'on continue ce que l'autre a fait. Or, s'il laissait passer et quelqu'un vient, c'est qu'il y a eu cette rupture dont on parle. Maintenant, le peuple est également non surpris parce que il devrait, après l'annonce du président, on devait entendre des échauffourées et qu'on sorte d'ici là par rapport au mécontentement des gens. Ça n'a pas eu lieu. Et ça voudrait dire que c'est comme si le peuple a consommé ce que Oligui a dit. Sinon, moi, j'attendais à ce qu'on voit des jeunes dans la rue pour dire que non, on n'est pas d'accord, il nous a bloqué. Mais il n'y a pas eu ça. Jusqu'à présent, j'entends toujours voir ça pour dire que les gens ont vu finalement que le président nous a bluffé, mais c'est de ce côté, mais 80 majoritairement, je pense que le peuple est déçu par rapport à ça. D'accord. Donc vous pensez qu'il n'y avait pas de surprise? Non. Il n'y avait pas de surprise parce qu'après le coup d'État, les 18 mois, Oligui Nguema a pris les 18 mois pour faire sa campagne. C'est pourquoi j'ai dit, quand aujourd'hui, c'est la même stratégie que le président, le général Doumbouya a en train de faire au niveau de la Guinée. Oligui Nguema a mis la stratégie de rentrer dans les coins du Gabon. Moi, c'est un président, j'ai suivi régulièrement, et il était même allé pour la mise en place d'un forage. Oligui Nguema est là-bas. Pour un simple forage dans un village, Oligui Nguema descend pour annoncer l'inauguration. Je sais pas, c'est l'ouverture. C'est toujours pour flatter le peuple. Et il a acquis cet enthousiasme du peuple et qu'il accepte aujourd'hui. Ce n'est pas que quand tu demandes au peuple gabonais sur la vie du président Nguema, on va te dire que Nguema c'est un président qui est sur tous les chantiers. Et il a réduit, il a ouvert beaucoup de chantiers, il a réduit ça. C'est pour dire que, mais Oligui Nguema savait qu'il va être président. Et c'est pourquoi il a allé sur tous ces chantiers-là pour endormir le peuple. Mais le peuple aujourd'hui, quand il annonce sa candidature, tel que tu es en train de penser voir une manifestation spontanée, quelle manifestation? Les gens attendent la candidature. Non, c'est pas les gens, il y a une partie des gens qui savent pas. Non, c'est les opposants, c'est ceux qui. Justement, quand tu dis le peuple, le peuple. J'ai dit, et ceux-là qui sont. La population n'a pas clamé à 100%. Oui, il y a une partie, surtout les militants. Oui, mais ce qui se passe qui applaudissent au Gabon, la stratégie de Oligui Nguema lui a été payante. Il lui a été payante parce que il a mis ça en place. Aujourd'hui, il a eu l'enthousiasme. Il y a une majorité. Quand il dit Oligui Nguema, quand il sort, tu vois la foule derrière lui, tu sais que les gens l'acceptent parce qu'il a ouvert beaucoup de chantiers. Mais ces chantiers-là connaîtront fin quand? Oligui Nguema sait qu'il faut qu'il reste pour trouver des financements et continuer. C'est pourquoi il l'a fait. Sinon, si c'était déjà le Gabon disposait de l'argent et que Oligui Nguema ne voulait pas être président, il va vous des chantiers qui vont vite finir et refermer. Mais
Il savait Il y a ce qu'on qu'en ouvrant les chantiers, la continuité de l'État. Ça fait ces chantiers. Je reviens. Non, mais c'est quelqu'un qui vient dans la vision de parti qui peut faire ça. Donc, avec ces chantiers que le Guinguema va battre sa campagne et il serait élu sans faute. D'accord. Alors, est-ce que quand on voit aujourd'hui Gabon, Oligui Nguema, on a le Tchad, c'est un militaire, on a la Guinée, c'est un militaire, les 3 pays de l'AES, c'est un militaire, ce sont des militaires. Est-ce qu'il faudra désormais compter avec des militaires au pouvoir? Parce que visiblement, ils prennent goût. Hein, plutôt, il faut se méfier des militaires au pouvoir. Je pense que Lakmoa a commencé son commentaire comme ça. Et un jour même, il a dit ici que ce n'est pas bien que les militaires viennent au pouvoir. Parce que quand ils font coup d'État comme ça, il faut l'ordre des choses. Et surtout si la personne n'a pas un niveau militairement requis et qu'il est peut-être un officier subalterne et il fait coup d'État, il y a des généraux, il y a des officiers supérieurs et que lui devait les connaître. Donc il y a un fourre-tout, un chaos que ça crée et que ce n'est pas bien. Parce que moi je prends l'exemple sur les États-Unis. Ils ne braquent pas chez eux pour quand un militaire veut briguer la haute magistrature ou la première magistrature. Il démissionne en tant que militaire, il vient et il peut aller. Donc, ça voudrait dire que tu es civil. Et il y a les prérogatives civiles qu'on te donne, alors que les militaires, ils ont des prérogatives militaires aussi. Il y a des choses que les militaires font qu'on ne peut pas autoriser un civil à faire. Et étant militaire, ils arrangent la condition pour que ça les arrange. Donc, c'est ça le problème. Donc, moi, je pense qu'on a eu goût depuis les années d'indépendance, les militaires sont venus, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Même, je pense que le Togo en a eu goût et la plupart des pays ont connu les militaires. Le Bénin ici aussi, il y a eu des militaires. Au Ghana aussi. Donc, ça n'a rien changé en fait. C'est comme si ça a retardé encore nos pays, puisque c'est dictature, autoritarisme et qu'on soit là. Et il y a une frange ou bien une dynastie qui naît dans la question de militaires. Vous ne pouvez pas dénoncer des choses pour changer des choses. C'est que tout le monde doit acclamer le président. On dit que c'est une opération de com où on ne montre que ce que le président veut qu'on nous montre. Donc c'est ça, je dis que il faut quand même préférer les civils au pouvoir et que... Est-ce que les civils font mieux? C'est ça aussi la question. Il y a les militaires. Arrêtez la main là pour question de sécurité et permettre l'unité de l'État quand ça ne va pas. Je n'acclame pas les coups d'État, mais quand on fait un coup d'État, je pense que si un civil était venu et que on a vu que il y a les militaires, le civil la fera mieux que le civil qui a détrôné. Mais quand les militaires eux-mêmes viennent et ils prennent goût, je pense que un militaire ne rencontre à personne en réalité. C'est ça le souci. Et si leur pouvoir, c'est pire. Imaginez que c'est difficilement que les civils contrôlent les militaires quand ils sont à la présidence. Et ce qui c'est les militaires qui sont là, qui va les contrôler encore? Donc, chez nous, il n'y a pas la théorie générale de l'État, comment ça s'applique, où il y a l'État avec ses composantes. D'ailleurs, même les militaires ne font pas partie des composantes de l'État. Les militaires font partie d'une des composantes, la population qui compose l'État. Les militaires font partie de la population et c'est une prérogative, on leur donne de prendre et d'assurer la sécurité de ces populations. Mais quand un militaire s'arroge ce genre de droit, moi je pense que le pays court souvent au chaos. D'accord. On va aller vers le second sujet. Nous passons du côté de la Guinée. La Guinée-Bissau également. Là-bas, c'est un autre qui annonce sa candidature. Le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé le 3 mars qu'il est candidat, il serait candidat sans aucun doute à un second mandat lors de l'élection présidentielle qui va avoir lieu fin novembre, élection qu'il compte remporter d'ailleurs dès le premier tour. Le président était absent du pays et dès son retour, c'est l'annonce qu'il a faite. Le même président, on a l'impression d'avoir un cas de figure qui se ressemble, le même président qui disait il y a quelques mois que son épouse lui a conseillé de ne pas briguer un second mandat et qui visiblement va à l'encontre du conseil de son épouse. Même question pour Umaro Sissoko Embalo. Qu'est-ce qui le décide aujourd'hui à rester au sommet de l'État? En tout cas, à briguer un second mandat. Vous allez nous faire rire si sa femme... C'est ce qu'il a dit, que son épouse lui a conseillé de ne pas être candidat. La femme fait la demande
pour la chérir à l'instant, il faut dire que tu as compris. Et c'est ce qu'Ambalo avait fait. Maintenant, en tant que politicien, il est revenu dans la peau du politicien. Le politicien, la situation évolue en fonction du temps et le président Ambalo reprend ce que sa femme voulait lui retirer. Donc je ne pense pas que le conseil de sa femme aurait fait un effet sur la candidature, bien les idées politiques du président Ambalo, un autre officier encore. Donc je pense Ambalo dans son tel qu'on lui connaît, et après avoir eu le pouvoir dans la situation qu'on a connue, avec tous les secousses qu'il a eu durant son mandat, il y a eu deux ou trois tentatives de coup d'État que lui il a pu réussir à contenir. Ça fait que ça lui a permis de renforcer son système de règne, c'est-à-dire que au fur et à mesure que c'est un officier supérieur de l'armée, donc au fur et à mesure que la branche était en train de bousculer, vous voyez, vous ne savez pas dans quel état la femme avait fait une analyse de lui conseiller de ne pas aller à la candidature et pour essayer d'endormir ses détracteurs, il a essayé de renforcer son régime. Et Ambalo a renforcé son régime en nommant ses proches autour de lui. C'est ce qu'on dit, la militarisation du pouvoir est bien acquis à sa guise maintenant. Donc, il se sent plus fort et plus stabilisé pour un second mandat. Mais vous n'êtes pas sans savoir, il avait deux objectifs. Il voulait prolonger même jusqu'à aujourd'hui, la date des élections qu'il annonce fin novembre, qui était hors délai. C'est-à-dire qu'il était dans une stratégie de vouloir... Avec son mandat est fini le 27 février dernier. Mais il voulait créer une situation, voir si cette situation pouvait l'arranger pour pouvoir briguer, rafler quelques années de plus avant de passer à un second mandat. C'est-à-dire parce que tout juste, il sait que s'il va au second mandat et que ça finit vite, il aura encore de problèmes s'il veut aller au troisième mandat, tel que les situations se posent dans la sous-région. Et il a vu ça, tel que la classe politique ne le laisse pas tranquillement asseoir son idéologie, il était obligé d'annoncer sa candidature pour le second mandat. Et je pense que sa femme, c'est lui seul qui aura des raisons pour expliquer à sa femme pourquoi il a changé d'avis. Sinon, si ça a la classe politique, il n'est pas la première personne. Les gens ont annoncé d'abord qu'ils ne se présenteront pas à des candidatures. On les a vus aux élections présidentielles, ils ont gagné. Donc Ambalo est dans sa suite logique. Et comme nous sommes dans une Afrique où on ne perd pas d'élection, c'est éventuel qu'il annonce déjà sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, c'est quand même un président qui dirige un pays habitué aux crises. Lui-même, vous savez qu'il y a déjà j'ai envie de dire quelques années qu'il a dissous le Parlement qui était dominé par l'opposition. Il a dissous, donc il gouverne un pays sans Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, en annonçant sa candidature, c'est qu'il pense que la voie est dégagée? Certainement, c'est ce à quoi il pense, mais ça ne l'est pas. Le peuple guinéen, je parle de toutes les Guinéens souvent, ce sont des gens guéris aux violences et à ce genre de choses. Donc, quand vous voyez Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, ces peuples ont, ils ont cet ADN où ils n'abandonnent souvent pas vite. Donc, ça peut perdurer. Vous voyez actuellement notre ami Doumbouya aussi, on ne le laisse pas tranquille, c'est lui aussi. Donc, moi, je pense que ça ne va pas aussi être facile comme ça. Mais c'est ce que je dis, que je ne sais pas pourquoi nos premières autorités aiment se dédire, puisque moi, je ne vois pas. Plutôt, on dit souvent que la nuit porte conseil, et c'est plutôt tard quand la femme va donner conseil à son mari la nuit que ça marche. Mais lui, il a évoqué déjà les conseils de sa femme qu'il n'a pas respecté. Et aussi, ce qui me chagrine, c'est l'une des personnes plutôt qui a été véhémente sur la question de Niger, Mali, on doit aller déloger les gens pour rétablir l'ordre constitutionnel qu'on soit là. Mais je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de certains de nos dirigeants, je ne comprends pas. Toi qui voudrais qu'on déloge les gens là, parce qu'ils sont là légitimement, toi-même, il y a une crise et puis tu crées tout un tas de problèmes. Est-ce que qu'est-ce qui lui empêche
de faire mieux ce que tout le président peut faire. Et je pense que le Dominica voulait évoquer le cas du Bénin où Talon aussi a dit qu'il ne fera qu'un mandat, mais il est venu dans son deuxième mandat. Bon, on a vu que Talon n'a pas connu trop de crise comme lui, même si on sait que lui aussi il a muselé toute l'opposition. Mais comment on est venu pour diriger un pays et que tout le monde peut diriger et on pense être la seule personne qui a le droit de diriger ce pays et on misole tout le monde? Moi je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ou bien il y a quelque chose quand tu es à ce poste, il y a une malédiction qui tombe sur les gens. Puis finalement c'est comme si toute personne même de bon sens qui arrive là-bas n'est plus de la personne. On l'a connu peut-être Gilles et comment on appelle Didier Rollis, peut-être que lui il a pu lécher, mais la plupart des militaires quand ils viennent, je sais pas ce qu'il y a. Donc moi je me dis ici, il peut régler les choses, les crises, puisqu'ils n'ont pas de parlement, c'est que tout sera dicté selon ces désidérates, c'est ça le problème. Et qu'est-ce que ces dirigeants africains pensent, qu'est-ce qu'ils veulent pour le peuple? Après, c'est pour dire que l'Occident a empêché ci, la France fait ci, c'est pourquoi. Mais quand toi-même tu terrorises ton peuple, il s'agit que l'étranger ne peut pas faire mieux. L'étranger va faire pire que toi. Donc moi, je pense que il est temps que les peuples africains se réveillent pour que ces gens de dirigeants, quand ils viennent au prime abord, de ne pas les ovationner, les acclamer, et la viva qui leur donne au début, je pense que c'est ça. Quand les gens viennent, les gens n'ont pas transcender les réflexions pour savoir que peu importe celui qui est, c'est le peuple qui doit aller de l'avant. Mais moi, je pense que ces 5 ou 10 dernières années, l'Afrique a été théâtre sur le plan politique. Tout le monde sait très bien. Alors, en Guinée-Bissau, il faut le rappeler, j'évoquais donc le contexte politique qui est assez tendu, mais en même temps, vous savez que c'est le parti Modem qui avait porté Umaro Sissoko Embalo au pouvoir, et il est en rupture de banc avec ce parti-là. Est-ce qu'il pense aujourd'hui pouvoir remporter une élection sans une assise politique, c'est-à-dire le soutien d'un parti politique? Ça va être compliqué pour lui? Non, mais peut-être pour les législatives, je ne sais pas. Pour Embalo, je pense que sa stratégie qu'il a mise en place, pour lui, c'est gagné d'avance. C'est ce que je voulais dire à l'autre. C'est vrai que la façon d'aller et de rompre avec le parti qui lui a porté au pouvoir. Quand lui-même à la prise de il n'avait pas, c'était un militaire, d'accord, mais il fallait que un parti lui soutienne, et c'est ce parti-là qui l'a accompagné. Aujourd'hui, il n'est pas, il a rupture avec ce parti, mais lui, comme on l'a dit, c'est un militaire. Elle est militaire, c'est la force qui règne. Tu vois, Embalo est en état de force. Et c'est avec cette force, et quand on voit la vision et la lecture de sa vision politique, c'est que d'abord, on sait que le pouvoir, c'est-à-dire la présidence, ça va lui revenir, parce que c'est lui qui va organiser les élections, c'est lui qui aura... oui, mais ça ne va pas être aussi facile que ça. Hein, mais bon, bien sûr, peut-être qu'avec les législatives, que ça peut lui compliquer. Au niveau de la Guinée, vous savez que le PAIGC est très populaire, le MADEM aussi a pris un peu de popularité, maintenant qu'il n'a plus de parti politique derrière lui, ça va être assez compliqué. Embalo pense qu'il est populaire. D'accord. Et tu sais, je sais pas, la situation de la Guinée-Bissau, pour Embalo, il est très populaire. Mais c'est une erreur, mais c'est pourquoi j'ai dit, lui compte sur un passage en force. Sinon, et je n'ai pas vu un président Embalo qui a essayé d'être, c'est-à-dire de mettre une stratégie pour avoir une popularité autour de lui. Mais Embalo compte sur la force. Vous voyez, je dis que il a dissous le Parlement, il gouverne un pays sans Parlement, il n'a pas pensé mettre un conseil de transition ou bien relancer une élection anticipée, mais il a tous ces calculs-là. Est-ce que la situation qu'il a traversée autour pendant toutes ces années, avec des turbulences, des tentatives de coup d'État, est-ce qu'il a encore la maîtrise? Il a encore une population qui l'accompagne? Si aujourd'hui Embalo va au deuxième mandat, c'est un passage en force, comme on l'a dit. Nous sommes en Afrique, un président qui a déjà... C'est que vous pensez qu'il est sûr de lui? Non, mais il est sûr, mais il va c'est ce que j'ai dit, il va gagner. Mais Embalo gagnera
une élection qui sera organisée, mais laisse à savoir si le camp d'en face va accepter que cette élection a été transparente. Justement, c'est la transparence. Moi, je ne veux pas aller dire que Ambalo va truquer les élections, mais je sais que quand il dit qu'il va gagner, certes, il va gagner l'élection. Mais est-ce que cette élection va être acceptée par toute la population guinéenne? C'est là-bas la question reste. On sait que la Guinée est très habituée aux crises politiques. Les gens prennent rapidement aussi les armes. Est-ce qu'il n'y a pas de crise à craindre d'ici le mois de novembre prochain? Non, je l'ai déjà dit. Je dis que c'est sans compter sur ces populations guinéenne, moi je parle de 3 Guinéens, c'est que lui-même, je ne sais pas, il doit savoir ça. Puisque quand ils vont prendre les armes, ça ne va pas finir vite. Et je ne sais pas pourquoi il ne peut pas faire une assise politique pour s'en sortir, étant donné qu'il est militaire, il compte forcément sur les armes. Dominique disait même qu'on ne peut pas organiser. Moi, je me rappeler qu'il y a jamais organisé des élections en Gambie. Mais les situations ne sont pas les mêmes. Pour Ambalo, non, je ne dis pas que oui. La population, le peuple peut te surprendre aussi. Donc, moi, de toutes les manières, pour éviter les crises, il faudrait qu'il y ait une assise avant le novembre. Là. Sinon, je ne veux même pas dire que c'est l'ADN de ces peuples-là, mais les Guinéens ne baissent pas la main vite comme ça. Ce sont des gens... C'est vrai qu'il a convoqué l'opposition pour des discussions. Non, est-ce que si on veut convoquer l'opposition pour discussion, on ne lance pas, comment dire, on ne proclame pas que l'élection s'est rapportée d'avance. Il faut, quand vous allez en discussion, c'est pour se partager au moins les postes et s'entendre sur des choses. Mais Ambalo n'a pas l'intention et ni, quand on le voit, quelqu'un qui cherche à ce que, pour adoucir les relations avec l'opposition, c'est pour encore les durcir. Quand il va faire une position forcée, Dominique le dit, il va faire un passage forcé. Donc, c'est pour dire qu'il a convoqué l'opposition, que l'opposition n'a pas répondu à ses attentes, c'est pourquoi il va, c'est tout. Sinon, je vous dis que nos dirigeants sont entêtés ces dernières années. C'est que ils veulent pas. C'est pour ne pas, parce que Ambalo, il est un président atypique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une petite recherche, mais parmi les présidents de la CEDEAO, Ambalo reste le président le plus impopulaire dans son propre pays. Comme tu l'as dit, un président qui va aux élections sans aucun parti. Et c'est ça qu'on parlait de la stratégie militaire. Les militaires ne sont pas faits pour la politique. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Ambalo n'a pas pu construire autour de lui un parti politique qui rassemble un peu du monde. Mais il était... Non, il est pragmatique. Il faut comprendre que c'est la fin qui compte pour lui. Mais il n'a pas pu entourer de lui des gens... C'est-à-dire qu'il n'a pas un parti politique. Quand il n'a pas un parti politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partisans. Il va en créer. Mais c'est maintenant il va en créer. Et ça, c'est ça que je dis. Il va faire un passage en force. Vous voyez, un passage en force, mais tu ne peux pas créer un parti politique au lendemain des élections. Et qui n'est pas un seul parti là, il faut l'asseoir dans toutes qui va donner l'autorisation pour la création du parti? C'est lui-même. Dans toutes les régions du pays, il faut l'acquérir. Donc tout ça là, c'est vraiment, ça serait un cas c'est dans ce sens qu'il ne voulait pas organiser les élections. Est-ce que ce n'est pas tout ça là qui fait présager une crise politique? Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne voulais pas annoncer qu'il y aura une crise. J'ai dit Ambalo va organiser une élection qui va être, évidemment, il va se proclamer vainqueur. Mais est-ce que le cas d'en face va accepter? C'est pour dire que sa manière de conduire peut déboucher sur une crise. Mais comme c'est un militaire, il a aussi sa stratégie de vouloir contenir, comment il va faire pour contenir cette crise. Et puis, on n'oublie pas non plus que lorsqu'il était en mission, en tournée en Europe, il y a une mission de la CEDEAO qui est venue dans le pays et il a dit lui-même qu'il a obligé cette mission à partir parce que selon lui la manière dont la mission était conduite était contraire au principe de la CEDEAO. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que Ambalo se croit suffisamment bien assis pour tenir tête à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont il venait d'assumer la présidence tournante? Non, c'est ce que j'ai déjà dit. Vous voyez, ce sont des gens, il prend l'exemple sur les autres. Là, tu vois, c'est le mimétisme de la CEDEAO aussi, c'est ça le problème. Si la CEDEAO a pris ou prend des décisions fermes et sans retour, ces choses-là, je ne sais pas, ces amusements n'auront jamais lieu. Parce que quelqu'un qui a présidé la présidence de la CEDEAO, quelqu'un qui, et je l'ai dit, est un acteur ferme sur l'intervention militaire au Mali qu'on sort, lui-même
il renvoie la CEDEAO où il envoie balader sous prétexte que c'est ce que. Et puis s'il a déjà compris que la CEDEAO ne va pas réagir, que la CEDEAO sera inactive par rapport à ça, et que lui aussi, les décisions déjà jetées, il aura gain de cause ce qu'il fait. C'est ça le problème, puisque on a fragilisé la CEDEAO par la question de la SC qu'on sort là, et c'est ce qu'on dénonçait, les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas être contre un pays, mais c'est qu'une fois que vous fragilisez une institution, c'est que beaucoup de choses vont se passer, et maintenant c'est le peuple africain qui va partir ou le peuple de la CEDEAO. C'est comme ça que ça peut se passer dans n'importe quel pays, et ce n'est pas ça. Eux aussi, ils vont dire que c'est la souveraineté de l'État, que la souveraineté, et ça va continuer ainsi. Puisqu'on ne peut pas intervenir dans un pays, on n'a pas intervenu dans aucun pays, où est-ce qu'on va intervenir et lui va se taire? Sinon, ce n'est pas que l'Ambalo a une puissance pour défier les gens de ça, mais il voit qu'on n'a pas, le cas Mali n'est pas réglé, le cas de Burkina n'est pas réglé, le cas Niger n'est pas réglé, il dit que lui aussi va en profiter. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un a un pied dans la mort, c'est qu'on lui donne le coup de grâce. C'est ce que Ambalo est en train de donner le coup de grâce à la CEDEAO. Ça semble pertinent que la CEDEAO ne peut pas réagir. C'est pour ça qu'il fait ces choses. Si on avait réglé le cas des autres pays avec dureté et fermeté, il n'allait pas faire ça. Non, moi je pense que sur cette question, moi je trouve Ambalo un peu... il a raison dans cette... il a raison. En méconduisant la mission de la CEDEAO. Oui, il a raison. Vous savez, c'est vrai, la CEDEAO n'est pas un État fédéral, c'est une communauté. Oui. D'accord? Ce n'est pas où on est comme si plusieurs États qui sont unis pour former un État fédéral. Mais on ne peut pas prendre une décision au nom. C'est ce qui a fait que les gens, le Mali et le Burkina, cette manière de faire que le Mali et le Burkina se clashent maintenant. Et quelle décision? Mais il faut respecter aussi l'intégrité de l'État. Mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est Ambalo qui est président du et qu'est-ce qu'on lui a dit qui manque? Il va falloir que Ambalo leur donne le feu vert avant de venir. Mais Ambalo et la CEDEAO, la commission de paix et sécurité de la CEDEAO arrive et entretient avec les partisans, les opposants de Ambalo, sans que lui ne donne son accord. Non, moi je pense on n'a pas besoin de son accord. Non, avec Condé, la crise togolaise avec Condé, c'est toujours comme ça. Là, il doit savoir. Non, la CEDEAO n'a rien dit qui donne raison. Je vais rappeler les propos tenus par Ambalo à sa sortie d'avion. Il dit, en parlant de la mission, il dit ils n'ont pas respecté la feuille de route. Ici, ce n'est pas une république bananière. Il y a un président, il y a une loi, il y a une constitution et la Cour suprême ne badine pas avec ça. Les autres que Ambalo mais quand on veut intervenir dans un pays, il faut que la souveraineté. Écoutez, la souveraineté. Je l'ai décrié par rapport à sa manière de faire. Mais s'il y a une commission qui doit intervenir dans un pays, il faut que la souveraineté de ce pays-là soit respectée. C'est vrai. On ne peut pas. La CEDEAO n'est pas un État. Ce n'est pas une commission. C'est comme si c'est un président qui descend dans une province. Pour voir si même si le gouverneur n'est pas content ou pas, mais c'est dans tous les cas c'est le chef de l'État qui a envoyé sa commission. Oui, mais ce que je dis, c'est est-ce que Mbalo a suffisamment aujourd'hui le cran, les reins solides pour tenir tête à la CEDEAO? Non, mais ce n'est pas affaire de. Je pense que la CEDEAO ne doit pas aller sur ce terrain. On doit aller sur les principes qui régissent le fonctionnement de la CEDEAO. Moi, je comprends quelque chose. Si la CEDEAO doit intervenir, que tous les acteurs, il faut mettre tous les acteurs en place pour les écouter. Est-ce que Ambalo a refusé une mission de la CEDEAO sur son territoire? Non, mais il faut que cette mission que la CEDEAO envoie sur le territoire guinéen, que Ambalo sache que voilà, et qu'il a accepté, qu'il veut les recevoir, quel que soit ce qu'il est en train de faire. On doit passer par lui parce qu'à l'heure actuelle, c'est Ambalo qui est le président. Moi, je n'ai pas aimé la manière dont la CEDEAO a procédé. La mission de la CEDEAO, on vous envoie une note. Quand vous certifiez, avant même que le nombre de personnes qui composent... Non, et dans leur itinéraire. Maintenant, s'il y a une inquiétude, vous renvoyez ça à la CEDEAO. C'est quand la CEDEAO viole le principe ou l'inquiétude que c'est ça le problème. Ça voudrait dire qu'Ambalo savait déjà que ça doit venir. Maintenant, quand on me dit qu'on a rencontré l'opposition, dans toutes, même au Mali, au console, on est parti, on a rencontré les gens de l'opposition, on a rencontré les gens du gouvernement. Avant de rencontrer, on ne rencontre pas ces deux. Oui, mais les autorités ont avisé leur accord pour que la CEDEAO puisse faire sa mission. Oui, là, mais Ambalo dit
qui n'a pas eu d'accord et il n'a pas... il dit que... Est-ce qu'on doit croire Embalo sur parole? Parce que la CEDEAO qui a toujours fait des missions ne peut pas non plus débarquer en Guinée-Bissau sans avoir pris les précautions préalables. Il y a des diplomaties qu'on évite des insultés. Par exemple, si on sait que on ne veut pas faire intervention pour dire ce qu'il a dit, si la CEDEAO ne peut jamais aller... moi, je suis convaincu. Parce qu'elle ne l'a jamais fait. La CEDEAO ne peut pas aller à une mission sans avertir le pays concerné. Ça ne peut jamais être... Donc, et les autorités, les billets, tout ce qu'on... On envoie, tu sais... on doit loger. Si le Burkina... Il y avait un député sénégalais ici, et qui avec le il avait entendu ce qu'il a dit, qu'il a pourtant on lui a donné le permis de sécurité qu'il me l'a violé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours la dimension. Ce qu'Embalo est en train de dire, c'est juste pour justifier ce qu'il est en train de dire. Sinon, on rencontre au Togo même, il y a des délégations de la CEDEAO qui sont venues rencontrer l'opposition sans voir venir en place le mouvement. Ce n'est pas grave. Mais sous l'aval du président. Je ne suis pas sûr que ce qu'on a envoyé, sinon Embalo n'a qu'à nous envoyer ou n'a qu'à envoyer le document où la CEDEAO viole le principe sur lequel il a été d'accord, il a dit non, ne fais pas ceci. Mais lui il a parlé de manière vague sans dire précisément qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour violer les principes. Ou c'est parce qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui ne veut pas qu'on rencontre, c'est ça son problème? Non, c'est pas ça. Moi je ne défends pas tu le défends. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il peut dire, on peut le croire. Mais sur les principes que Embalo a décrits, si la CEDEAO est aussi conduit de cette manière, je pense que c'est une manière qui la CEDEAO ne peut pas se conduire comme ça. Donc, Embalo, à ce moment, a raison, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut que la CEDEAO puisse savoir qu'en prenant des décisions, il faut que les gens qui dirigent cette commission pensent qu'on est dans un État fédéral avec des provinces. C'est ce qui a fait que l'AES s'est créée, parce que c'est vrai qu'ils avaient perpétré le coup d'État, mais on prenait des décisions, mais sans les émissaires de ceux-là qui ont fait le coup d'État. Mais vous allez les comprendre comment. Il faut expliquer tout le monde. Aujourd'hui, si la CEDEAO doit revoir sa manière d'intervenir dans chaque État pour qu'elle ne la CEDEAO ne se fragilise pas. La CEDEAO ne fragilise pas ce genre de comportement, parce que si la CEDEAO était ferme, c'est ce que... il y a des choses qu'on peut reprocher à la CEDEAO, c'est bien. Mais il y a des choses que la CEDEAO aussi a fait, c'est bon. Je dis que ce genre de faire, c'est pour applaudir ce genre de personnes. Ce qu'il a fait, c'est une délégation vient. Vous dites tout, on ne t'impose rien. C'est que la procédure de la CEDEAO, jusqu'à présent, la CEDEAO a fait quelque chose avec pression sur Mali, parce qu'on a dit que le Mali a cédé, parce que la CEDEAO, non, jusqu'à présent, ce n'est pas les sanctions de la CEDEAO. On dit, elles ne sanctionne pas. On n'a pas que l'Afrique, ou bien, c'est pas la CEDEAO qui est la seule communauté. Il y a la communauté européenne aussi là-bas, il y a aussi en Asie. Ça fonctionne de la même manière. Quand tu es un État qui fait partie de la communauté, il y a des directives que tu dois suivre aussi. Quand ça commence, on envoie. L'Ukraine, il y a des problèmes en Ukraine. On n'envoie pas des délégations et qu'on soit discuter. Mais est-ce que Zelensky va dire que pourquoi on a rencontré tel parti? Non, c'est pas ça. D'accord. On va revenir sur cela, en tout cas avec l'évolution. On sait que par rapport à cette situation, c'est d'autres crises qui s'ouvrent en Guinée-Bissau. Bien sûr, on ne le souhaite pas, mais on en parlera au moment opportun. On va marquer la pause maintenant et le journal, et puis on revient après.